Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce webinaire dédié à la robotique industrielle. Donc anticiper l'évolution des normes de sécurité donc pour une intégration performante. Donc ce webinaire durera 1 heure. Vous pouvez donc poser vos questions dans la partie questions-réponses qui doit se trouver en bas de votre écran et nous y répondrons soit pendant la session par écrit ou en fin de session à l'oral. Donc, je me présente, je m'appelle Nadia Judivion, je suis chef de secteur à l'UNM et en charge de la commission UNM 81, donc robots et composants robotiques. Donc, nous avons aujourd'hui plusieurs intervenants qui vont se présenter brièvement. Donc, bonjour Benjamin. Bonjour, je suis Benjamin Badin, donc je suis expert sécurité robotique pour le groupe Airbus. Merci. Bonjour Pierre. Bonjour, Pierre Bellingard, Eurogip. Donc, je suis en charge de la coordination des organismes notifiés à la réglementation machine par délégation de pouvoir du ministère du Travail et de l'Agriculture. Merci Pierre et bonjour Adèle. Bonjour, Adel Sgeyer, je suis responsable d'études à l'INRS. Je fais des recherches pour la prévention des accidents liés aux robots industriels. Merci Adèle. Donc, avant de démarrer, nous allons donc voir la normalisation et les principes généraux ainsi que la commission UNM 81 dans ses grandes largeurs. Après, le thème principal pour lequel vous assistez à ce webinaire donc, sera abordé avec les évolutions de la norme ISO 10218 donc, sur la sécurité des robots industriels et leur intégration. Et puis après, je vous donnerai quelques outils pour vous informer et comment participer aux travaux de normalisation. Donc, sur les principes généraux, tout d'abord, donc, je vais casser le mythe. Les normes dont il est question aujourd'hui donc, sont des normes d'application volontaire. Donc, on parle de normes techniques et non pas qu'il ne faut pas confondre avec les normes d'application obligatoires, donc qui sont des normes juridiques où il est question de réglementation et qui, pour le coup, donc, sont obligatoires. Donc, les principes généraux, comment ça marche? Les normes reposent sur 5 principes qui sont les suivants. Donc, le premier que j'ai évoqué est le fait que les normes sont d'application volontaire. Le second principe est celui d'ouverture. Donc, car vous pouvez tous participer à l'élaboration d'une norme, soit en répondant au niveau des enquêtes publiques, soit en allant jusqu'à être animateur d'un groupe de travail européen. Et d'ailleurs, toutes les parties prenantes sont recherchées pour élaborer un document normatif. Donc, elle repose également sur le principe de transparence. Donc, toutes les informations sont disponibles sur le site de l'AFNOR et également avec les enquêtes publiques, qui est une des étapes importantes des normes, puisque vous pouvez télécharger gratuitement le document et donner votre avis sur le document lors de son enquête. Et votre avis sera pris en compte au même titre que celui des membres de la commission pour définir soit la position française quand on est sur des sujets européens ou internationaux, soit modifier directement le contenu du document quand on est sur l'élaboration d'une norme purement française. Donc, un autre principe qui est important est celui du consensus. Donc, le consensus est l'accord du plus grand nombre des personnes sans pour autant qu'il y ait d'opposition forte sur un point technique du document. Donc, un consensus, c'est que chacun doit faire un pas l'un vers l'autre. L'autre principe aussi qui existe, c'est que les normes sont mises à jour de façon régulière. Donc, tous les 5 ans, il y a des examens qui sont faits pour savoir si les normes reflètent toujours l'état de l'art. Donc, ces révisions peuvent être déclenchées aussi en dehors de cet examen quinquennal. Donc, la normalisation se déroule à 3 niveaux. Il y a le niveau français, le niveau européen et le niveau international.
Donc, pour démarrer avec le niveau international, vous avez l'IEC qui traite toutes les normes qui sont liées à l'aspect électrique et électrotechnique et le niveau ISO qui traite toutes les autres normes. Vous avez le pendant au niveau européen avec le CNELEC sur les normes électriques et électrotechniques et le CEN qui est l'équivalent de l'ISO au niveau européen. Et vous avez l'AFNOR qui est l'Association française de normalisation qui gère toutes les normes au niveau national avec les bureaux de normalisation sectoriels, dont je vais vous dire quelques mots juste après. Donc, s'il y a deux choses à retenir sur cette slide, c'est que les normes ISO sont reprises dans les collections nationales de façon volontaire, contrairement aux normes européennes qui, elles, doivent être reprises au niveau national. Donc, vous avez forcément des normes NFEN, quelque chose avec un numéro derrière. Au niveau national, vous ne pourrez pas acheter uniquement la norme EN toute seule. Et il faut toujours avoir à l'esprit que les normes européennes, bien que de reprise nationale obligatoire, restent toujours d'application volontaire. Donc, pour vous donner un peu plus d'informations sur les principes généraux de la normalisation au niveau national, donc il y a, comme je vous l'ai dit, donc l'AFNOR, mais qui est géré par un décret, au même titre que les bureaux de normalisation sectoriels, et il y a un délégué interministériel aux normes qui, lui, fixe les grandes directives de la normalisation et exerce la tutelle du ministre de l'Industrie sur l'AFNOR et les bureaux de normalisation. Donc, les bureaux de normalisation, au même titre que l'AFNOR, travaillent pour élaborer les normes dans des commissions de normalisation dans lesquelles des experts, donc tout le monde peut faire partie, représentent différentes catégories pour élaborer un document. Donc, aussi bien des fabricants, des utilisateurs, des autorités réglementaires, des supports techniques et des utilisateurs et ainsi de suite. Donc, tous les experts apportent le fond technique sur la norme pour élaborer le document. Donc, les principes généraux, toujours dans ce sens-là, donc la normalisation, chacun vient, en fin de compte, participer et élaborer un document pour différentes choses. Donc, vous pouvez venir et participer simplement pour élaborer votre veille technique sur les documents, être à l'affût des innovations qui vont découler des normes, anticiper aussi les évolutions des normes, élargir votre réseau en participant dans ces commissions de normalisation et, pour le plus important, c'est influencer le contenu des documents. Juste une information que je voulais vous transmettre, c'est sur la partie triptyque que forment l'UNM, la Fédération des industries mécaniques et les centres techniques. Donc, c'est un triptyque qui a formé il y a quelques années une bannière Mécalliance. Donc, c'est pour permettre de mettre en avant toutes les actions de normalisation qui sont réalisées par l'industrie afin de rayonner un peu plus et mettre en avant tout ce que font les acteurs industriels dans l'aspect normalisation. Donc, avant d'aborder le sujet, je voulais vous donner quelques informations sur la commission de normalisation. Donc, la commission de normalisation en charge des normes qui vont être discutées aujourd'hui, c'est la commission UNM 80, comme je vous l'ai dit, robots et composants robotiques, donc qui suivent les instances internationales, donc ISO TC 299, qui a 11 groupes de travail qui élaborent les documents, et le CNTC 310, donc qui est le comité technique européen qui permet d'avoir la reprise de la norme internationale en norme européenne. Donc, une participation effective des experts est développée pour voter sur les documents, répondre aux enquêtes et permettre l'influence de la France au niveau international. Donc, au niveau de la commission, il y a 31 documents, une norme purement française, 3 normes NFEN ISO qui sont des normes harmonisées, qui ont un statut particulier parce que c'est des normes qui viennent en appui de la réglementation, et 27 normes ISO, dont 6 sont reprises dans la collection nationale.
Et la commission est composée de 41 membres, dont le président de la commission est José da Fonseca. Et là, vous voyez sur la slide qui vous est présentée les différents entreprises donc, qui participent aux travaux de normalisation de cette commission de normalisation. Donc, on va aborder le sujet qui vous intéresse et pour lequel vous assistez tous à ce webinaire. Donc, je vais laisser la parole à Pierre Bélingard. Merci, bonjour à tous. Donc bienvenue pour cette présentation. Donc on va faire un petit peu le point sur la publication la récente en février 2025 de la norme ISO, enfin des normes ISO 10218 partie 1 et 2, partie 1 sur le robot en lui-même et partie 2 sur l'application robotique. Et donc on va vous faire un peu l'état des lieux des changements qui ont eu lieu lors de cette révision. Donc le premier point important donc sur la 10218 sur son domaine d'application, donc on a mis à jour les dangers qui étaient non couverts, donc c'est important de garder ça en tête. Donc si un danger n'est pas couvert dans la norme, ça veut dire que le fabricant doit faire en sorte de faire son analyse de risque et de mettre en place les mesures de protection nécessaires pour prendre en compte ces dangers. Et donc dans les dangers non couverts, on a tout ce qui est en lien avec les machines mobiles autonomes, donc machines mobiles autonomes au titre du règlement, nouveau règlement machine. Donc on ne prend pas en compte toutes les problématiques liées aux plateformes mobiles et aux véhicules industriels sans conducteur. De même, on reste sur un domaine qui est lié à l'application industrielle. Donc tout ce qui est application en lien avec le public a été exclu, non couvert. Pareil sur les utilisations dans certains environnements, comme les environnements ATEX en milieu explosif. D'autres points aussi plus particuliers, les types de robots qui sont exclus. Donc, bon, il y a les choses classiques telles que tout ce qui est lié au militaire, au maintien de l'ordre, mais on a aussi des exclusions sur les robots de service qui sont couverts par une autre norme, ou tout ce qui est levage ou transport de personnes, là aussi, qui sont couvertes par d'autres types de normes, et pas seulement pour des robots. Voilà. Donc l'environnement industriel. Donc, la 10218 s'intéresse uniquement à cet environnement, et donc comme ça posait quand même certaines questions, on a introduit donc la définition de l'environnement industriel dans la norme, donc qui est un lieu de travail où on n'a finalement pas de public, donc où l'accès au public est limité et dont on ne peut raisonnablement pas s'attendre à ce qu'il soit présent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les risques raisonnablement prévisibles liés à du public n'existent pas dans cet environnement industriel. De fait, on a modifié la définition du robot industriel, qui reste donc un manipulateur à commande automatique reprogrammable multi-applications, pouvant être programmé suivant 3 axes ou plus, pouvant être fixé ou monté sur une plateforme mobile. Donc ça, c'est le premier changement, et qui est destiné à être utilisé dans des applications d'automatisation dans un environnement industriel. Voilà, comme ça, la boucle est bouclée. Alors, nos normes, notre 10218, elle introduit aussi la notion de collaboratif. Donc, c'est alors précédemment, donc on parlait de robots collaboratifs. Cette notion-là, elle a été complètement supprimée parce qu'on a eu des dérives qui ont été constatées sur le marché. Et typiquement, en fait, certains industriels pensaient qu'un robot collaboratif, c'était un plug and play, et donc il n'y avait pas de dispositif complémentaire ou de mesures complémentaires à mettre en place, ce qui n'était pas vrai. Et enfin, on a la notion d'espace de travail collaboratif qui n'était pas très claire, qui elle aussi a été supprimée, et pour être remplacée par des espaces euh, plus compréhensifs. Du coup, malgré tout, la notion de collaboratif étant importante, on a réintroduit 2 nouvelles définitions.
La première qui est l'application collaborative. Hein, on n'a pas de robot collaboratif, mais on a des applications collaboratives. Donc, c'est une application robotique qui met en œuvre une ou plusieurs tâches collaboratives. Et donc, la tâche collaborative, donc c'est ce qu'on a défini, c'est une partie de séquence de robots où l'application robotique et les opérateurs se trouvent dans le même espace contrôlé. Donc, une tâche collaborative, c'est, enfin, une application collaborative peut avoir une tâche collaborative et une tâche non collaborative. Donc, c'est ça qui est un peu le maître mot. Donc, qu'est-ce qu'une application collaborative? Donc, d'après ce qu'on vient de dire sur la définition d'application et de tâches collaboratives, on note deux choses. C'est que on peut, en tant qu'opérateur, soit être en interaction, que ce soit direct ou indirect, avec le robot, soit on est juste en coexistence avec le robot, c'est-à-dire qu'on partage le même espace d'évolution, mais on n'a pas de travail à faire avec le robot. Donc, une application collaborative, avant, on parlait de mode collaboratif, ce qui était une erreur. Et donc, du coup, là aussi, on a retravaillé, enfin, le groupe a retravaillé un peu toutes ces notions. On dit qu'une application collaborative, elle est équipée, enfin, elle peut être équipée de certaines fonctions particulières. Et parmi les fonctions particulières, donc on retrouve donc la fameuse limitation de puissance et de la force, donc le Power and Force Limiting, le PFL, qu'on avait précédemment, le contrôle de la vitesse et de la distance de séparation, donc le Speed and Separation Monitoring, qu'on avait aussi précédemment, et la commande à guidage manuel, le Hand-Guided Control, qu'on avait aussi dans les anciennes versions enfin, dans l'ancienne version de la norme. Par contre, l'arrêt nominal de sécurité contrôlé, donc ce qu'on appelait le Safety Rated Monitor Stop, en fait, est sorti de ces fonctions dédiées à la collaboration. Et c'est donc une fonction qui est utilisable pour tout type d'application. Et ça devient le maintien à l'arrêt contrôlé, le monitored standstill. Donc voilà. Donc, il y a quelques ajustements qui ont été faits parmi ces fonctionnalités de la collaboration. Du coup, pour traiter finalement les autres problématiques qu'on avait dans l'ancienne version, c'est-à-dire l'interaction entre les différents espaces qui n'étaient pas forcément clairs, on a modifié certains concepts, et notamment donc, le concept d'espace protégé, qui avant était uniquement un espace qui était défini par les protecteurs périmétriques, et maintenant qui devient donc, on vous a mis la définition, l'espace où les moyens de protection sont actifs et où le protecteur périmétrique fournit une protection. Voilà. Donc, on change un peu la philosophie. Donc, avant, on avait un espace protégé qui était un espace qui éloignait du danger. Et maintenant, l'espace protégé, c'est vraiment un espace où l'opérateur est protégé. Donc, que ce soit par des données, enfin par des protecteurs périmétriques ou par des fonctions des autres mesures de sécurité. Voilà. À noter que cet espace protégé, ce n'est pas un espace forcément figé. Alors évidemment, si on a des protecteurs périmétriques, ça s'en fiche une partie, mais c'est un espace malgré tout qui peut évoluer dès lors qu'on utilise certaines des fonctions de sécurité qui sont associées à ces espaces. Alors, pour un peu expliquer ce qu'on a, enfin, comment les différents espaces de cette norme interagissent entre eux, donc on vous propose un petit exemple pour l'illustrer. Alors, c'est un exemple qui est tiré d'un futur technical report qui est en cours de rédaction par le groupe et qui vise donc l'ISO-TR 20218-3 et qui vise à aider à l'application de la 10218-2. Voilà.
Donc c'est un petit extract qu'on vous fait. Donc là, vous voyez, donc on a en vert le maximum space, l'espace maximal qui est l'espace où le robot et la pièce qu'il a en main peut atteindre, donc sans contrainte. On a en rouge le restricted space, donc l'espace restreint, qui est donc une portion de cet espace maximal et qui est délimité, restreint par soit des butées mécaniques, soit par des butées logicielles. À noter que cet espace restreint, lui aussi, peut évoluer. On a donc l'operating space, l'espace d'exploitation, donc qui est là aussi une portion de l'espace restreint. Et donc cet espace d'exploitation, c'est l'espace dans lequel le robot fait ses tâches. Et enfin, on a donc ce nouveau espace protégé, donc le Safeguarded Space, qui est délimité par un certain nombre de choses, donc des SPE, des dispositifs de protection sensibles pour détecter les entrées-sorties, ou on peut avoir des barrières physiques qui bloquent une partie de l'accès à cet espace protégé. Donc là, dans notre exemple, on a un robot qui va, sur une chaîne de montage d'un véhicule, qui va aller récupérer sur un convoyeur donc des sièges en position 1, et ensuite qui va, une fois récupéré le siège en position 1, s'arrêter en position 2 et il attend. Il se met en disponibilité pour activer la fonction de guidage manuel. Du coup, l'opérateur, la slide suivante, donc l'opérateur peut rentrer dans l'espace protégé pour activer le guidage manuel. Et là, il se passe. Attendez, hop, 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 diapo, voilà. Et donc, ce qui se passe, on voit donc que à partir du moment où l'opérateur rentre dans cet espace, on peut avoir donc l'operating space, donc l'espace d'exploitation, et le restricted space, l'espace restreint, qui vont évoluer dynamiquement pour permettre potentiellement le travail dans les zones suivantes. Diapo d'après. Donc on a notre opérateur donc, qui va manipuler le bras de robot pour amener le siège en position 3, donc qui va être la position proche de la voiture pour installer le siège. Diapo suivante. Et donc là, pendant la phase, on va dire, de manipulation fine, on peut avoir, alors là aussi c'est un exemple, hein, c'est pas forcément la chose à faire à chaque fois, mais par exemple, on peut décider, dans le cadre de son analyse de risque, qu'on a là aussi limité l'espace restreint pour minimiser les risques, et donc que notre espace restreint et que notre espace d'exploitation vont être limités finalement à une zone de travail, avec peut-être des vitesses encore diminuées, voilà, pour l'ajustement de ce siège. Diapo suivante. Donc, l'opérateur donc, guide le robot jusqu'à la position 4, qui était sa position de repos. Alors évidemment, on n'a plus le siège, hein, mais bon, évidemment, le siège est installé. Et donc, lorsque l'opérateur arrive en position 4, il sort de l'espace sauvegardé, et donc le cycle peut reboucler jusqu'au bout. Donc, on a notre espace restreint qui revient dans sa position, on va dire, initiale, puisque les actions qu'il va avoir à faire sont, enfin, que les actions du robot vont être limitées à récupérer le siège, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, on va boucler indéfiniment ce cycle. Donc voilà, c'est un exemple d'application collaborative et de changement dynamique de différents espaces. Dans le TR, il y a d'autres exemples aussi qui sont présentés, où là, pour le coup, on a un changement dynamique de l'espace protégé qui va faire activer ou faire varier les paramètres des différentes fonctions de sécurité qui ont pu être mises en œuvre. Et donc, je laisse la main sur ces fonctions de sécurité à Adèle. Merci Pierre. Donc, comme tu as dit, donc l'une des nouveautés, c'est la définition des espaces. Une autre nouveauté,
introduit par la norme 10218, ça a été de renforcer cette norme en ajoutant des recommandations détaillées sur les fonctions de sécurité, ce qui n'existait pas sur la version précédente de la norme. Donc cette mise à jour, elle a introduit une liste plus ou moins exhaustive de fonctions de sécurité, aussi bien pour le fabricant, donc dans la partie 1, donc l'ISO 10218 partie 1, qui concerne les fabricants de robots, et aussi pour les intégrateurs dans la partie 2. Donc ces détails sur les fonctions de sécurité, on les retrouve dans les deux normes, on les retrouve dans l'annexe C. Donc à chaque fois, c'est l'annexe C de la norme dans laquelle on va retrouver une liste détaillée des fonctions de sécurité. Euh, donc c'est indiqué sous forme d'un tableau, hein, d'un ou plusieurs tableaux qui détaillent les fonctions, sachant que ces fonctions sont soit obligatoires, elles peuvent être obligatoires, donc ce sont des fonctions qu'on a jugées être nécessaires pour la mise en œuvre ou de l'application du robot. Elles peuvent être conditionnelles. Donc conditionnelles, ça veut dire que c'est des fonctions qui sont nécessaires à la mise en œuvre de fonctions optionnelles. Donc les fonctions optionnelles ne sont pas obligatoires. Si on les met en œuvre, des fois, on peut avoir d'autres fonctions qui sont conditionnées par la mise en œuvre de fonctions optionnelles. Donc trois types de fonctions de sécurité. Donc, dans les tableaux donc des deux annexes C, donc on retrouve le nom de la fonction de sécurité. On retrouve l'élément déclencheur, donc ça va être l'événement qui va activer la fonction. On trouve également l'effet de la fonction, donc ça va être le résultat qui suit l'activation de la fonction. Donc en quelque sorte, comment elle protège l'opérateur. Et on va aussi retrouver donc, donc le niveau de performance minimale. Donc ça, c'est pour la partie 1 et le niveau de performance par défaut pour la partie 2. Donc je reviendrai plus en détail sur la différence entre minimal et par défaut dans les slides suivantes. Donc, à l'exception de certaines fonctions de sécurité spécifiques, donc un peu comme dans l'ancienne version, le niveau de performance des fonctions de sécurité d'un robot industriel doivent être de PLD catégorie 3. Alors la nouveauté, c'est que c'est pas uniquement PLD catégorie 3, ça peut être ou PLD catégorie 3 ou PLD avec un PFHD inférieur à 4,43 10 puissance moins 7, donc une probabilité de défaillance dangereuse qui est inférieure à 4,43 10 moins 7 par heure. Donc ce qui garantit ce qu'on a jugé comme étant garantissant un niveau de performance équivalent à du catégorie 3, donc du redondant. Donc ces exigences assurent que le système de sécurité sont conçus pour détecter et gérer les défaillances potentielles tout en maintenant un niveau de performance élevé. Donc c'est un peu ça l'idée de cette exigence de PL. Donc comme je disais, pour les robots, donc on retrouve une liste dans la partie 1 de la norme. Donc pour les robots, dans l'annexe C, on va retrouver deux tableaux. Donc un tableau C1 qui comporte les fonctions principales euh, qui doivent être présentes sur le robot. Donc on remarquera dans le tableau C1 qu'il n'y a pas d'indication sur le niveau de PL parce que ces fonctions doivent répondre à ce qu'on a décrit précédemment. Donc c'est automatiquement du PLD catégorie 3 ou du PLD avec un niveau minimum de PFHD. Et on a un deuxième tableau C2 qui, lui, comporte des fonctions de sécurité un peu spécifiques pour lesquelles on peut avoir un niveau de performance inférieur au PLD. Donc, il y a certaines fonctions de sécurité qui ne nécessitent pas forcément de PLD. Pour les intégrateurs d'applications collaboratives, donc la partie 2, on retrouve dans l'annexe, donc le 10.218 partie 2, un tableau contenant les fonctions de sécurité qui indique les niveaux de performance par défaut pour chaque fonction. Donc on retrouve chaque fonction avec le nom, l'élément déclencheur, l'effet et le PL donc, par défaut.
Donc, quelle est la différence entre minimum et par défaut? Donc, pour les fabricants, le fabricant, il doit respecter un niveau de performance minimal. Donc, ça doit être au moins ce niveau de performance afin de permettre à l'intégrateur de pouvoir atteindre le niveau de fiabilité attendu par son application, sachant que le fabricant ne connaît pas à l'avance donc l'application. Donc, on exige du fabricant de mettre un niveau minimum. Alors, il peut aller sur un niveau supérieur, hein. Par contre, pour l'intégrateur, lui, doit respecter un niveau de performance par défaut. Donc, par défaut, on lui donne un niveau de performance, à moins que l'analyse des risques conclue à la nécessité d'un niveau de performance différent. Donc, on considère que pour l'application suivant l'analyse des risques, on peut obtenir un niveau de performance inférieur ou supérieur à ce qu'on lui indique sur le tableau. Donc, c'est pour ça que c'est un niveau de performance par défaut. Donc ensuite, euh, une autre nouveauté, c'est que maintenant la norme 10.218 a fait évoluer les moyens de commander les mouvements du robot. Donc on fait ça en introduisant une nouvelle définition qui est le poste de commande, qui n'existait pas dans l'ancienne version. Donc un poste de commande est défini comme étant un boîtier contenant un ou plusieurs dispositifs de commande, qui est conçu pour activer, désactiver des fonctions du robot. Il peut se présenter sous deux formes, ou une forme fixe comme un pupitre, par exemple, pupitre de commande, ou portable comme un pendant d'apprentissage, un teach pendant classique. Donc le classique pendant d'apprentissage, c'est un cas particulier de poste de commande. Donc c'est un poste de commande tenu à la main qui permet de programmer, déplacer ou actionner le robot. Donc de cette manière, ça permet de s'ouvrir sur les nouvelles perspectives qui sont offertes par les nouvelles technologies. Donc cette nouvelle définition permet d'envisager par exemple l'utilisation de tablettes, PC ou de smartphones en tant que poste de commande. Euh, donc on peut utiliser d'autres dispositifs, donc évidemment à condition qu'ils répondent aux exigences de sécurité. Donc il y a certaines exigences de sécurité qui doivent être présentes, comme la commande maintenue, l'arrêt d'urgence, etc. Donc pour garantir la sécurité d'une application collaborative, on exige, donc il est essentiel que le système dispose d'un moyen pour contrôler, programmer, configurer ou gérer les erreurs. Pour cela, on doit euh, au moins avoir ou un pupitre de commande ou un teach pendant, ou un moyen de commander à distance. On peut aussi envisager de pouvoir commander l'application à distance via, par exemple, un PC, avec évidemment la connectivité adaptée ou de la connexion sans fil de sécurité, euh, sachant que chaque moyen de commande doit être équipé d'un dispositif d'arrêt d'urgence. Ça, c'est une obligation. Il y a d'autres aussi évolutions diverses qu'on retrouve dans la nouvelle norme. Par exemple, le mode manuel grande vitesse. Donc il y a une évolution concernant ce mode qui est communément appelé dans le mode T2, hein, mode manuel grande vitesse. Donc pour ce mode, il est optionnel. Donc on rappelle qu'il est optionnel. Euh, et il est conditionné par de nouvelles exigences de sécurité, c'est-à-dire que maintenant, pour utiliser ce mode, on doit être à sécurité équivalente avec le mode automatique. Donc on ne peut plus le faire avec le pendant d'apprentissage, avec la commande maintenue à aller à grande vitesse. On doit procéder de deux manières au choix, donc ou par l'éloignement de l'opérateur de la zone dangereuse, donc, par exemple, comme par le maintien des protecteurs mobiles fermés. Donc, on manipule le robot à l'extérieur des barrières ou des protecteurs mobiles. Ou sinon, on peut aussi procéder par la détection de l'opérateur dans la zone dangereuse afin de conduire le robot dans un état sûr. Alors ça peut être par exemple lorsque je rentre dans la zone dangereuse, être détecté par un dispositif de protection et arrêter le robot, ou sinon aussi en limitant la vitesse, ou en limitant les zones du robot, ou en activant le PFL. Donc l'important c'est qu'on soit conduit le robot dans un état sûr de la même manière que si on était en automatique.
On a aussi comme nouveauté l'intégration d'un arrêt normal de l'application robotique qui permet, alors ça on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas ça dans les anciennes versions, ça permet de mettre en conformité avec la réglementation machine et ça permet surtout d'éviter l'utilisation abusive des arrêts de sécurité, des arrêts d'urgence pour arrêter l'application. La norme apporte aussi l'introduction d'exigences concernant la cybersécurité. Donc une évaluation des risques cyber doit être réalisée et pour proposer des moyens de se protéger, hein, protéger l'application des actes de malveillance. Elle doit disposer de moyens de prévenir les accès non autorisés, par exemple. Et il y a un renvoi sur les normes en vigueur concernant la cybersécurité. Donc, je les ai mis hein, sur le slide pour information. Ensuite, alors, là, j'en ai fini sur les évolutions de la norme. Je vais vous faire une petite introduction sur les prochains travaux de normalisation qui sont en cours. Donc, donc il y a premièrement un document qui a été cité par Pierre, hein, l'ISO-TR 20-10-218, partie 3. Donc, c'est un guide d'application, guide pour l'utilisation et l'application de la partie 2. Donc, ce guide propose des exemples d'intégration afin d'illustrer donc, la mise en œuvre des exigences de la partie 2 à travers des exemples de cas pratiques d'application. Sachant que les travaux sur ce guide sont en cours et la publication est normalement prévue en 2026. Ensuite, on a trois nouveaux documents qui vont voir le jour. Donc, premièrement, l'ISO 15066 066 partie 1. Donc, ce document-là, il vient remplacer l'ancien document technique TS 15066 qui est paru en 2016. Il va donner des exigences plus détaillées sur la mise en œuvre d'applications collaboratives en faisant un focus sur l'utilisation du PFL. Donc, il proposera ainsi de nouveaux seuils de force et de puissance qui sont issus d'études scientifiques plus récentes que celles qu'il y a actuellement dans la TS 15066. Donc, c'est des travaux qui viennent juste de commencer. Ça veut dire que la norme devrait paraître d'ici 3-4 ans. Ensuite, on a l'ISO 15066 partie 2. Donc ce document-là, il vient remplacer le document qui est sorti en 2023, l'ISO PAS 5672, donc qui proposait des méthodes d'essai pour mesurer les forces et les pressions dans les contacts homme-robot. Il proposera donc le nouveau document, donc c'est un peu une mise à jour. Il va proposer des méthodes de mesure de force et de pression pour la validation d'applications robotiques collaboratives qui se basent essentiellement sur des dispositifs de mesure hein, de contact pour valider l'application. Et finalement, donc on a la 15066 partie 3. Donc c'est une nouvelle norme qui vient compléter la précédente, la partie 2, en proposant des méthodes alternatives pour la validation d'applications collaboratives qui mettent en œuvre le PFL. Donc ces méthodes sont fondées essentiellement sur la simulation physique et réaliste d'applications robotiques collaboratives. Donc c'est de la simulation, sachant qu'on commence à voir arriver à travers des résultats de recherche et même d'applications qui commencent à apparaître sur le marché, des simulateurs physiques de robots qui permettent donc donc la validité est vérifiée par des études scientifiques. Donc ça va introduire l'utilisation de ce type de logiciel. Donc merci beaucoup. Donc j'ai fini ma partie, donc je passe la parole à Benjamin. Merci Adèle. Alors l'objectif de ma partie, ça va être d'amener en complément des informations qui ont été données un regard d'un point de vue utilisateur à la présentation et à l'apparition de cette nouvelle norme. Alors, on l'a déjà dit à travers cette présentation, mais quand on parle d'une nouvelle norme, elle comporte bien deux parties. Une partie qui concerne la sécurité des robots en eux-mêmes, hein, donc plutôt destinée aux constructeurs de robots, mais également une deuxième partie qui traite des applications robotiques, donc de leurs intégrations dans un milieu industriel.
J'incite personnellement les personnes utilisant la partie 2, donc les intégrateurs et les utilisateurs, à aussi connaître la partie 1. J'y reviendrai par la suite. Lorsque l'on est amené à faire des spécifications, ben évidemment, c'est la manière de bien se comprendre et de bien s'entendre sur ce qui est attendu. La partie aussi qui est à noter, c'était le cas avec la version précédente, la version 2025, ça sera bien une norme de type C qui sera harmonisée à la directive machine dans un premier temps, mais également à la prochaine réglementation. Donc ça, c'est un point qui est assez important. C'est-à-dire que les projets qui vont commencer peut-être aujourd'hui ou qui sont déjà en route pour les plus longs et qui finiront par la suite, ben, l'utilisation de cette norme permettra de garantir la stabilité du projet, en tout cas de dérisquer un certain nombre d'aspects du projet. On peut passer à la slide suivante, merci. Ici, je voulais répondre un peu à une idée reçue dont on me fait part régulièrement en tant qu'expert en sécurité. Alors non, les normes ne changent pas tous les jours. Il y a une certaine croyance à ce niveau-là. Donc, comme l'a indiqué Nadège en début de présentation, les normes sont revues tous les 5 ans et en fonction de l'état de la technique, si elles représentent toujours l'état de la technique actuelle, ben, ça ne donne pas de lieu à une révision de la norme. Si effectivement il y a des aspects réglementaires ou techniques qui ont un impact significatif sur la norme, alors ça peut donner lieu à une modification. Dans notre cas présent ici, la norme actuelle, donc la version 2011, qui va être remplacée par la 2025, est donc en utilisation depuis 14 ans. On peut passer au slide suivant. Un autre point qui est très important d'un point de vue utilisateur, mais pas uniquement, c'est le périmètre d'application de cette norme. Ici, on peut voir en bleu foncé et en bleu clair les pays qui reconnaissent ce standard ISO, donc cette norme ISO, qui l'appliquent, avec la partie européenne, donc comme c'est une norme de type C qui donne présomption de conformité à la réglementation. Donc on s'aperçoit que cette norme ISO, elle a une influence réellement internationale. Et alors, il y a plusieurs cas de figure. Le plus simple, c'est que la norme est reconnue en tant que telle. Donc, on la retrouve sous le nom ISO 10218 version 2025. Mais dans certains pays, il y a un système de normatif un petit peu différent. Et donc, la norme peut porter un nom différent. Donc, c'est ce que j'ai essayé de lister ici. On s'aperçoit que, par exemple, au Japon, on va parler de GIS, mais globalement, le contenu de la norme est exactement le même. Qu'est-ce que ça permet d'avoir ces normes ISO? De mon point de vue, c'est très important. Mais ça permet d'avoir une standardisation autant au niveau des constructeurs de robots que des utilisateurs de robots. On est amené à pouvoir se référer aux mêmes solutions techniques, aux mêmes spécifications techniques, aux mêmes exigences. Donc, ce qui permet effectivement de limiter un certain nombre d'efforts, qu'ils soient financiers ou en termes de ressources. On peut envisager d'avoir une conception de cellules robotiques qui soit standardisée, quel que soit le pays bleu foncé, par exemple, qui soit ciblé par l'application. Et ça a des effets côté utilisateur en termes de pièces de rechange, en termes de maintenance, en termes de formation, par exemple. Donc, cette standardisation au niveau international, elle est, de mon point de vue, très bénéfique et pour tout le monde. On peut passer. Merci. Je tenais à revenir sur cet aspect-là qui est peut-être pas totalement clair, ou en tout cas, pour moi, c'était nécessaire de revenir dessus. La norme, évidemment, elle est écrite par différents experts qui apportent chacun leur vision, leur perspective. Néanmoins, on ne peut pas imaginer de la norme qu'elle traite tous les cas de figure et toutes les configurations possibles. Donc là, vous verrez que la norme, comme la version précédente d'ailleurs, et comme le principe de normalisation le prévoit, elle renvoie systématiquement vers l'analyse de risque propre à l'application. Ce qui veut dire qu'elle renvoie globalement vers la norme ISO 12100, le principe d'analyse de risque bien connu.
Et là, de la même manière, j'y reviendrai encore un peu plus tard, je pense qu'il est, de mon point de vue, primordial que l'utilisateur soit intégré à la phase d'analyse de risque et que ça soit vraiment un travail fait en commun avec le constructeur ou l'intégrateur. On peut passer à la suite. Un point sur la sécurité fonctionnelle, je pense que la présentation d'Adèle était éclairante sur le sujet, hein. Globalement, j'ai fait les comptes de mon côté. Dans la version 2011, nous avions 2 fonctions de sécurité fonctionnelles principales, à savoir les arrêts d'urgence et la protection de l'espace de travail. Aujourd'hui, la norme ISO 10218 en prévoira jusqu'à 31. Donc on s'aperçoit bien, comme dans un certain nombre de domaines, l'aéronautique par exemple, que la sécurité fonctionnelle prend un rôle de plus en plus important et a un impact de plus en plus important. Donc j'y reviendrai aussi. De mon point de vue, il est très important que ces notions-là elles soient bien appréhendées par les utilisateurs lorsqu'il s'agit de faire des spécifications, lorsqu'il s'agit de contribuer à l'analyse de risque. Eh bien, il y aura ces notions-là qui seront nécessaires de traiter. Voilà, encore un point qui a été abordé par mes collègues. Les applications collaboratives, c'est un sujet dense, très intéressant, ce qui soulève un certain nombre d'interrogations jusqu'à maintenant. Donc, la nouvelle norme va venir y répondre. Alors, simplement pour que tout le monde s'y retrouve, dans la version précédente, on parlait de 4 modes collaboratifs et de robots collaboratifs. Donc, ça ne sera plus le cas dans la version 2025. On parlera d'applications collaboratives, ce qui est à mon avis plus rigoureux, puisqu'il est possible de faire des applications collaboratives avec des robots industriels. Et le point était en fait de confondre les robots collaboratifs avec les robots qu'on appelle PFL, donc qui présentent une fonction de limitation de force et de puissance. Donc uniquement ce cas-là était devenu dans le langage commun les robots collaboratifs. Donc, point important, il restera 3 capacités et non plus 4 modes. Point important aussi, la norme viendra clarifier la manière dont les applications collaboratives, et notamment les applications qui font appel à la fonction, ou en tout cas à la capacité PFL, doivent être réceptionnées ou validées ou qualifiées. Bon, il apparaît que jusqu'à maintenant, ça pouvait être soumis à différentes interprétations et de ce fait-là, les personnes réunies autour de la validation pouvaient avoir différentes opinions, différents points de vue. La norme 2025, version 2025, va venir clarifier le fait que les applications qui impliquent la capacité de limitation de force et de puissance doivent faire l'objet de mesures. Donc à ce titre-là, l'utilisateur devra prévoir lors des phases de réception, en plus des essais classiques, je dirais, de prévoir des mesures de force et de pression permettant de qualifier l'impact. Et à ce titre-là, la version 2025 de la norme va intégrer les exigences de sécurité liées aux différentes parties du corps, reprises de l'ISO 15066 qui vient d'être présenté à l'instant par Adèle. Voilà, en conclusion, je dirais qu'il y a différents aspects, point de vue utilisateur. Ça n'a pas été abordé ici, mais il y a un aspect classification, donc il y a des robots qui vont être de classe 1, très peu à mon avis dans l'industrie, pour être catégorie classe 1, donc avec des exigences de sécurité inférieures à l'ensemble des autres robots qui seront considérés classe 2, il faudrait que ces robots présentent une capacité inférieure à 10 kg et, c'est bien et, entre les différents critères, une force inférieure ou égale à 50 newtons et en plus une vitesse inférieure ou égale à 250 mm par seconde. D'une manière générale, la version 2025, c'est vraiment une évolution, hein, c'est pas une rupture. Il y a un certain nombre de réécritures et de clarifications qui permettent d'améliorer la compréhension de ce sujet-là.
Et enfin, de manière générale, mais je l'ai dit à travers ma présentation, à travers l'analyse de risque, à travers les phases d'études, à travers les qualifications et les réceptions, il est important que l'utilisateur ait également ses compétences robotiques pour que les personnes soient effectivement en mesure de se comprendre et en mesure de travailler ensemble. Un dernier point pour finir ma présentation qui a été abordé par Pierre. On a noté un certain nombre de cas de figure dans lesquels l'utilisateur, en fin de compte, endossait les responsabilités liées au constructeur. Donc j'attire un peu votre attention sur ce message. La robotique est effectivement de plus en plus facile à déployer. Maintenant, il est de mon point de vue important que les utilisateurs aient bien conscience que s'ils déploient eux-mêmes, ben, ils se retrouvent intégrateurs et donc finalement à endosser les responsabilités d'un constructeur. Je vous remercie. On a une session de questions et réponses. Oui, tout à fait. Hop. Donc, j'ai vu que Adèle avait déjà répondu à une première question sur les PLD de catégorie 3. Donc, vous avez la réponse directement en ligne. Une des questions est est-ce que les ISO 15066 seront disponibles en français? Donc, cela dépend, en fait, comme je vous l'ai dit au démarrage, les normes ISO sont de reprise volontaire. Donc, si la commission de normalisation décide de reprendre ces documents dans la collection nationale, donc là, oui, effectivement, les documents seront traduits en français et vous aurez disponible des normes NF-ISO. Donc, voilà. La deuxième question, c'est l'ISO 15066-3, similarité avec les preuves formelles. Donc là, je vais peut-être plus laisser Adèle répondre, parce que c'est Oui. lui qui participe au groupe. Alors, c'est pas réellement l'épreuve formelle, au fait, c'est que ce qu'il est envisagé, c'est que si quelqu'un propose d'utiliser un logiciel de simulation, c'est à lui de démontrer que le logiciel est valide en faisant des essais. Donc, il doit démontrer scientifiquement par des essais, hein, sur un vrai robot, comparer les essais, les mesures de force sur le vrai robot et les estimations de force de son logiciel et démontrer qu'elles sont similaires, quoi. Qu'il n'y ait pas qui soit réaliste, quoi, de ce qui se passe. Alors c'est souvent des simulations euh, qui sont pas uniquement cinématiques, hein. Il y a de la physique, de la dynamique derrière, et notamment ces travaux viennent à l'impulsion des recherches scientifiques faites en Corée du Sud. Et il y a une compagnie, une start-up qui en est sortie, qui propose un logiciel dont la validité a été vérifiée scientifiquement, quoi, par des essais. Merci Adèle. La question suivante, c'est savez-vous quand la norme ISO 10218 partie 2 sera publiée au GOE comme norme harmonisée? Alors là, c'est un peu plus complexe parce que déjà, elles ne sont pas encore publiées au niveau européen, elles sont publiées aujourd'hui au niveau international. Donc la publication au niveau européen devrait arriver d'ici le mois de mars. Et après cette publication au niveau européen, là, il y aura une publication au GOE. Mais aujourd'hui, on n'a pas la réponse. C'est la Commission européenne qui publie cette liste-là. Et on n'a pas de visibilité à ce jour sur la prochaine date de publication de cette liste. On peut juste dire, Nadège, qu'elle sera harmonisée puisque le consultant de la Commission européenne a donné un avis favorable. Oui, Donc c'est ça le plus important. oui, Après, c'est une effectivement, question de quand. tout à fait. Les slides, oui, en fait, compte la présentation sera disponible sous forme de vidéo. Donc, la question suivante, existe-t-il une zone à arrêt d'urgence, exemple DSO, donc dispositif de sécurité optoélectronique, si détection et ou présence de l'opérateur dans la zone rouge? Et quelles méthodes sont utilisées ou recommandées pour l'analyse de défaillance pour des actions curatives, exemple AMDEC, ASOP, ciblant les cobots? Donc là, qui souhaite répondre à cette question?
Alors peut-être sur la première partie, là, sur la zone d'arrêt d'urgence, parce que je pense que la zone rouge, c'était la zone restreinte. Alors attention, hein, les arrêts d'urgence, c'est un autre type d'arrêt qui sont uniquement avec des boutons, les boutons d'arrêt d'urgence. Là, c'est on va dire un arrêt enfin, un arrêt sécurisé, le protective stop, qui sera mis en œuvre. Mais après, ça, c'est les stratégies de chacun sur la sécurité, mais c'est bien s'il y a un dépassement de la zone restreinte du robot, ça déclenche la fonction donc de protective stop qui n'est pas un arrêt d'urgence. Attention. Voilà. Et après, pour l'analyse des défaillances, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si Adèle ou Benjamin, vous avez Alors, une idée sur le contenu de la norme, sur cette partie aspect alors, analyse de défaillance. alors sur là, il y a pas il y a pas de recommandation particulière hein, sur l'analyse de défaillance. Il y a un renvoi sur la norme analyse IEC 60812 hein, qui concerne l'AMDEC. Il y a uniquement un renvoi au fait, mais il n'y a pas de recommandation particulière. Après, de mon point de vue, hein, sur les analyses de défaillance, si je comprends bien la question, ça peut être les défaillances dangereuses. Et donc, dans ce cas-là, ça va être la 13849 et ses recommandations Oui. qui vont s'appliquer avec la partie 1 et la partie 2 de la 13849 qui est parfois un peu laissée de côté, qui est la validation de ces éléments-là. Merci. Et la dernière question, c'est avez-vous considéré l'IA embarquée dans les fonctions de robots et ou logiciels de simulation? Alors Alors, je non. pense qu'on peut pas, enfin, ça n'a pas été interdit, mais c'est pas traité dans l'absolu. Juste quand même, pour rappel, une fonction de sécurité, donc par la enfin, de par la réglementation et machine et donc directive et règlement machine, toute fonction de sécurité, on doit démontrer donc que ces fonctions sont bien opérationnelles et le niveau de performance et de fiabilité de ces fonctions. Donc si on parle d'une IA de sécurité, actuellement, on ne sait pas démontrer le niveau de fiabilité avec un PL ou même un SIL dessus. Donc, je déconseille très fortement tout le monde à s'embarquer là-dedans. Et dernier point sur l'IA, dès lors que vous introduisez une IA qui gère des fonctions de sécurité et qui n'est pas intégrée à un composant de sécurité, donc composant de sécurité au titre de la réglementation, c'est un composant qui assure des fonctions de sécurité et qui est mis isolément sur le marché, donc typiquement un dispositif de SIC, PILS ou que sais-je. Donc si vous fabriquez votre propre IA qui fait de la sécurité, vous passerez par un organisme notifié pour évaluer toute votre machine. Et l'organisme notifié, lui, il regardera votre démonstration pour la fiabilité de cette fonction. Donc comme personne ne sait le faire actuellement, et je parle bien même en tant que fabricant, hein, personne ne sait démontrer la fiabilité d'une IA de sécurité, partez pas là-dessus, quoi. Voilà. Alors, il y a deux questions qui viennent d'arriver. Donc, les robots sont toujours des quasi-machines? Point d'interrogation. Alors oui, la robot partie, enfin 10218 partie 1, c'est une quasi-machine au titre de la réglementation machine. Peut-être une précision de ma part à ce niveau-là. Oui, si on considère le robot nu, du moment qu'on va considérer le robot avec son end effecteur, son outillage, alors l'ensemble va constituer une machine. Voilà. Donc si on parle bien du robot en lui-même, oui, effectivement, c'est bien une quasi-machine. Alors, robot au titre de la définition de la 10218 partie 1, et comme tu le disais, Benjamin, c'est dans la partie 1, on dit bien que c'est juste le robot sans son manipulateur, sans son outil terminal. Dès lors que vous mettez un outil terminal dessus, ça a une application définie, et donc par définition, c'est plus une quasi-machine. Mais bon, ça, c'est les questions réglementaires un peu touchy. Il y a encore une question donc, relative à l'IA, c'est quid des cobots et l'IA
et les normes ISO. Donc, je ne sais pas si ta première réponse avait répondu sur la partie fonction de sécurité, mais là, c'est pas, je pense que ce n'est pas forcément le cas. Bah là, l'IA, au fait, on n'a pas, il n'y a rien qui, dans la norme, on n'a pas pris en compte hein, l'IA. On l'a discuté hein, en normalisation. À l'époque, on était en train d'élaborer les normes, il n'y avait pas encore la nouvelle réglementation. Il n'y avait pas de travaux significatifs sur l'IA, donc on a décidé de ne pas l'inclure dans la norme, en fait. De ne pas prendre en compte tous les aspects IA. Et dernière question, c'est y a-t-il des recommandations sur les préhenseurs qui équipent les robots? Oui. Alors, ça, alors, on n'a pas tout dit hein, de ce qu'il y a comme nouveauté, hein. Notamment, il y a l'inclusion disons, pas l'inclusion telle quelle, mais il y a l'ISO-TR 20 10 partie 1 et partie 2 qui était sorti il y a un moment. Je ne me rappelle plus la date, mais le premier, c'est sur la sécurité des préhenseurs. Le deuxième, c'est sur les stations de chargement, déchargement manuel. Donc, on a inclus les exigences essentielles de ces deux normes dans la norme actuelle. Donc, il y a une partie sur la sécurité des préhenseurs, ce qu'on doit retrouver. Donc, ça, c'est une des nouveautés qu'on retrouve dans la norme, en fait. Peut-être aussi, là, je peux apporter un retour orienté utilisateur, encore une fois. Euh, Il y a une approximation qui est faite de mon point de vue lorsqu'on met en œuvre un préhenseur sur un robot PFL. Donc les robots PFL sont qualifiés en termes d'impact, de force, pour répondre à certaines exigences. De mon point de vue, j'ai observé un certain nombre d'approximations, pour ne pas dire d'erreurs, lorsqu'on va intégrer un effecteur qui, lui, comporte des arêtes, des angles, et du coup, quand on vient qualifier l'application, l'application ne répond plus aux exigences de sécurité des applications PFL. Donc, cette question est très importante. Les préhenseurs, les manipulateurs doivent faire l'objet d'une analyse en particulier. Oui. Ben, merci. Donc, avant de conclure ce webinaire, je voulais vous donner quelques informations sur des outils qui vont vous permettre d'aller un peu plus loin en normalisation et de faire un peu votre veille et voir comment participer à tout ça. Donc, vous avez le site de l'AFNOR qui est Norme Info pour vous informer. Donc, comme vous le voyez sur la slide qui est affichée, donc vous pouvez sélectionner une norme qui vous intéresse en particulier et avoir l'information quand cette norme, du coup, est mise en révision ou atteint l'étape d'enquête publique. Et là, vous avez une page qui représente la page d'enquête publique pour participer effectivement quand un projet arrive à un stade suffisamment mûr pour être évalué et voir si le contenu technique est valable et reconnu par les différents comités membres quand on est au niveau européen ou international avant sa publication. Donc, je vous remercie de votre attention. Et puis, donc, si vous souhaitez être contacté par l'un de nos intervenants, donc n'hésitez pas à le signaler donc, dans notre questionnaire de satisfaction qui vous sera transmis. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.